Retour. Ah, merci la régie. On est dimanche après-midi. Il y a des boutons qui changent de place. Donc, dans régie. Merci à toi. Et Patrick, parce que Didier, on l'a eu ce matin sur le plateau. Nous avons évoqué aussi la gamme Irty Rise avec Laurent Geoffrey aussi qui est venu et Romain Mathieu, un guide de pêche qui officie en Alsace. C'était top. Mais mon nouveau direct, c'est Navicom. Navicom est dans la place et je reçois qui de chez Navicom? Bien entendu, The Boss, mon ami Christophe Soares. Et puis Maxime Albert. On va... Ah, c'est sa première fois, il est malheureux. Ça va bien se passer, je te rassure. En revanche, Christophe, il y a quelque chose qui te tient à cœur. Le salon, ça fait 30 ans. En fait, c'est 30 ans, le salon, le CNPL à Clermont-Ferrand. Et puis toi, tu as quand même vécu longtemps ce salon. Et tu aimerais bien revenir en arrière avec Navicom et le CNPL de Clermont-Ferrand. Faire un petit parallèle. Ah bah, je prends le mien, je regarde s'il s'allume, celui-ci. Oui, effectivement, 30 ans du CNPL, c'est les 20 ans de Navicom. Enfin, pas de Navicom, parce que Navicom c'est 1980, donc ça fait un petit peu plus, mais les 20 ans de moi chez Navicom. Et je voulais profiter un petit peu de ces différents anniversaires pour revenir un petit peu sur les différentes innovations, révolutions, améliorations que pendant ces années, la marque qu'on représente sur le marché français, les marques qu'on représente sur le marché français, avant tout pour la pêche, Minbird, Minkota, ont apporté à nos amis pêcheurs. Donc je vais me focaliser sur les grandes dates pour montrer comment, avec ces produits qui ont bien évolué pendant des années, on essaye d'améliorer la vie des pêcheurs. Pas celle des poissons, celle des pêcheurs. Mais bon, je rassure aussi tout le monde, parce qu'on l'entend toujours, je vais casser cette image, un mauvais pêcheur avec le meilleur matériel du monde, il restera un mauvais pêcheur. Et un très bon pêcheur sans matériel, la preuve est là par exemple, trouvera toujours du poisson. Le sens de l'eau, ça se trouve pas dans une bécane. Mais bon, voilà, il y a des outils qui existent aujourd'hui, il faut évoluer avec son temps. Et effectivement, il y a quelques outils qui sont venus sur le marché, qui ont permis d'améliorer grandement la manière d'appréhender la pêche. Moi, j'ai un souvenir ici, ce salon, un de mes premiers salons sous la Grande Halle, ou peut-être bien tu es venu, toi, directement à la Grande Halle, ou tu as commencé à Cournon Non, j'ai commencé première année dans les tentes avec 10 cm de neige, pas de chauffage. C'est ça. Il fallait s'accrocher quand même pour... Et moi, j'étais visiteur et lui était déjà derrière les bécanes. Et je suis venu le voir. J'avais acheté un petit Humminbird. Et il m'a dit, c'est très simple. Et il commence de pianoter, mais manque de peau. Ça se passait pas comme il voulait non plus. Et c'était au tout début. Et du coup, on a passé du visiteur, distributeur, ami. Et puis aussi, on travaille on cohabite quoi, sur le matériel. Quoi. C'est une longue histoire aussi. Ouais. On ne veut pas tout raconter ici. Vaut mieux pas, déjà. Mais du coup, Navicom a évolué. Il faut savoir que de la petite machine noir et blanc que nous avions au départ, on est passé à la couleur. De la couleur, progressivement, on est passé au side. Je vais peut-être un peu j'ai repris justement l'historique de tout ça. On y va. Si on peut passer sur la présentation, avec... les deux marques qui sont importantes, qu'on représente avant tout ici, c'est Minbird, Minkota. J'ai mis le couple gagnant parce qu'effectivement, ça appartient à la même société qui s'appelle Johnson Outdoor aux États-Unis. Et ça permet vraiment aujourd'hui d'avoir de très très belles synergies. Dans cette boîte, c'est vrai que c'est une boîte américaine, vraiment basée sur la pêche. Et ils sont avant tout, leur devise, c'est l'innovation. Et en 2007, la grosse... et là, je parle de... révolution plus que d'évolution, ça a été l'arrivée du Side Imagine. La première fois qu'on a vu ça, on s'est dit mais ils sont fous, ils sont tombés sur la tête. Ils nous ont présenté un produit qui permettait de radiographer le fond de l'eau. Donc en théorie c'était magique, en pratique on s'attendait comme souvent de fois à avoir des désillusions et en fait non. Les premières images qui ont été faites, alors celle-là elle est devenue célèbre puisque c'est une épave qui est en rade de Brest, l'épave de l'Armorique.
Et ça n'a même pas été fait par nous, ça a été fait par une association. Je crois que le nom de l'association est sur le slide, c'est l'association Cilias, qui a acheté un produit pour aller radiographier une épave qu'il connaissait sur le secteur. Et on a obtenu cette image-là. Et là, on s'est dit, ouais, il y a quand même quelque chose à faire. Ça fonctionne plutôt bien. On a un niveau de détail qui est quand même magique. Alors bien sûr, on n'est pas tous des chercheurs d'épaves, et puis pour voir des épaves, il faut qu'il y en ait, ce qui n'est pas le cas partout. Mais par contre, c'est super bien adapté à la pêche, avec la possibilité, comme on le voit sur cette diapositive, de voir des structures de fond, donc de part et d'autre du bateau. Et l'avantage de ces technologies, c'est de pouvoir prospecter une zone de navigation très rapidement, puisque avec un sondeur classique, on voit le fond et en gros une surface de, on va dire, la moitié de la profondeur qui est analysée. Avec ces technologies, on est capable d'aller voir très très loin à droite, très très loin à gauche et de trouver des structures qui potentiellement vont abriter du poisson. On peut aussi détecter du poisson. Sur le slide suivant, on voit qu'avec ces technologies, aujourd'hui, on est capable de voir du poisson. C'est les petits points blancs qu'on voit là. Et surtout, ce qui est important et qu'on verra par la suite sur la présentation, les ombres portées. Et Maxime, je vous invite à aller jusqu'au bout, même si c'est un petit peu long. Maxime a de magnifiques captures d'écran qu'il a réalisées. Qui vous permettront de comprendre ce qu'on est capable de faire avec ces technologies. Dans l'évolution, ensuite, on a eu en 2009 l'arrivée du Dawn Imaging, qui était sensiblement la même chose, sauf que là, on était capable de voir ce qui se passait sous le bateau. Et on a recommencé, on a été revoir l'armorique avec cette technologie, dont la précédente épave, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait très correctement aussi. Là, il y a une superbe capture d'écran qui a été faite, je crois que c'est sur Serre-Ponçon, donc c'est un pont qui est immergé, qu'on arrive à distinguer parfaitement. Et on est aussi capable de voir du poisson avec ces technologies. Là, c'est une superbe capture d'écran qui a été faite par Arnaud Philippi sur le Léman. Arnaud qui est actuellement en Nouvelle-Calédonie, on va lui faire un petit coucou si jamais il nous regarde. Donc on voit une superbe capture d'écran avec une boule de perche qui explose sous l'arrivée du carnassier, qui est la petite tache jaune là qu'on arrive à voir un petit peu plus importante. Donc c'était des technologies qui ont vraiment révolutionné la manière d'appréhender la pêche, parce qu'on pouvait beaucoup mieux comprendre ce qui se passait autour et sous le bateau. Mine Quota n'est pas resté en reste, puisque en 2010, ils sont arrivés avec le e-pilote. Alors ça a vraiment révolutionné la pêche. E-pilote, c'est mettez un GPS dans votre moteur, c'était le slogan américain qu'on a traduit et qui a permis de faire arriver sur le marché l'ancrage électronique, donc plus la peine de jeter des ancres pour se stabiliser et pêcher à la verticale. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que le moteur se stabilise. Possibilité de faire des enregistrements en route, des fonctions autopilote pour garder un cap et même des régulateurs de vitesse comme dans la voiture. Donc des beaux outils qui là aussi simplifient énormément la vie du pêcheur. Mine Quota, leader mondial du moteur électrique. Mine Quota, c'est une grosse société américaine. Enfin, c'est un gros business aux États-Unis et c'est vraiment le top en termes de moteur. C'est clair. Ça existe depuis des années. Aux États-Unis, il n'y a que ça. Bon, on a en France, en Europe, un peu plus de concurrence. Mais aux États-Unis, ça reste impressionnant de voir que tous les bateaux là-bas sont équipés avec de ce type de... Enfin, on ne conçoit pas la pêche sans moteur électrique aux États-Unis, c'est clair. Ils peuvent avoir des bass-boats avec des moteurs thermiques énormes. Ils auront toujours le moteur électrique dessus. En France, ça commence à être comme ça aussi. Je vois très peu de bateaux non équipés de moteur électrique. Hein. Non, ça c'est bon. En eau douce, ça fait des années que ça existe. On commence à le développer, à le voir se développer en mer. Surtout dans le sud de la France, parce qu'il y a une réglementation qui a interdit l'ancrage dans les zones de protection. Et c'est vrai que c'était une solution très clairement. Je vais faire un coucou à mon ami Christian, s'il est par là. Dans les calanques de Cassis, on n'a plus le droit d'ancrer. Le moteur permet quand même de continuer à aller boire l'apéro dans le bateau en étant stabilisé. En 2012, on a vu arriver le 360 Imagine, donc technologie Imagine toujours, pour avoir des détails sur la structure du fond, mais avec
une possibilité de voir tout ce qui se passait autour du bateau. Donc, c'est un très balayage facilement, sans se déplacer. Ouais, balayage rotatif. Voilà. En fait, là, c'est plus le bateau qui a besoin d'avancer pour créer une image. C'est la sonde qui tourne et qui permet de reconstituer une image comme on la voit là. Donc, de très rapidement observer les structures présentes sur le fond et potentiellement de trouver le poisson aussi. 2013, ePilot Link. Donc là, on a vu la synergie entre Minbird et Minkota apparaître, puisqu'ils ont développé un système qui permettait de contrôler le moteur à partir de n'importe quel Minbird. En 2014, AutoChart Live, donc la possibilité par n'importe quel utilisateur de créer sa propre cartographie. Non, Sébastien qui passe, qui te laisse un micro dans le dos. Donc là, ça a été vraiment intéressant, surtout pour les eaux intérieures où il y avait très très peu de cartographie. Depuis, Navionics a réagi à la sortie de la cartographie, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et la seule manière d'avoir une idée de comment était fait le fond en dessous la zone de prospection, c'était d'utiliser ce type de logiciel. Alors au début sur PC, qui permettait de créer ce type d'image magnifique, et ensuite en live avec la possibilité d'avoir la bathymétrie, la dureté des fonds et la zone de végétation pour trouver les herbiers. Très facilement, tout ça simplement en avançant et en enregistrant les datas qui étaient automatiquement collectées, travaillées et retranscrites à l'écran pour avoir les informations les plus importantes sur le fond. 2015, l'Ultera, donc moteur électrique. Quand on parlait d'innovation, là, ils ont sorti un moteur électrique. Alors, je vais tenter une opération. Le fameux petit film. Oui, mise à l'eau automatique du moteur. Voilà. Avec, ça avait fait pas mal causer à l'époque. Effectivement, la possibilité de contrôler son moteur à distance, de le mettre à l'eau, de le relever, de bien sûr ensuite le faire avancer. Donc ce petit film-là, il a fait des millions de vues sur les réseaux sociaux. Tu sais quoi? J'ai voulu le limiter et j'avais pas allumé le moteur électrique. Ouais, il y a quelques précautions à prendre. C'est pas conseillé, hein. On aurait dû dire, comme sur la consommation d'alcool. Ça va, à la maison, il n'y a pas d'eau. J'ai pu courir, et puis c'était en plein été et rattraper le bateau. J'ai oublié de connecter le moteur électrique. J'avais bon appuyé sur la télécommande, il ne voulait pas chier. En douille. Alors l'année dernière, en 2018, ils nous ont encore amélioré la technologie Imagine en nous sortant le Mega Imagine, travailler avec des fréquences plus précises. Et là, on a vu apparaître ce type de capture d'écran. Où on était capable, là, c'était le rêve au début, de quasiment identifier le poisson avec sa forme. Alors, on le devine ici, la tache blanche dans la colonne d'eau, la tache de couleur dans la colonne d'eau, qui est le poisson, mais ce qui est vraiment flagrant, c'est l'angle porté où il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, c'est un poisson, on arrive. Encore une fois, je vous invite à patienter pour voir les captures d'écran de Maxime, parce qu'elles sont encore plus belles que celles-là. Là, 3 poissons, et quand il y en a plusieurs, quand il y en a beaucoup, on arrive à quasiment les voir de manière identifiée et à reconnaître la nature des poissons. Quand c'est des silures, comme le montrera Maxime tout à l'heure, il n'y a strictement aucune ambiguïté. On arrive à reconnaître, à voir les caudales et toutes les nageoires de même poissons. Les moustaches. Après, il y en a qui sont un petit peu plus sympas, comme celle-là. Ça, c'est quiz. D'après toi, c'est quoi ça, Fred? Une flèche. Mais ah oui. Une tortue. D'accord. Alors, ça n'a pas été fait en France, hein, je te rassure. Dans nos rivières Pourquoi pas, ou dans mais... nos mers. Oui, il y a peut-être des tortues en France, je ne sais pas. Celle-là nous vient de... Non, mais pas comme ça. Je vois que c'est en pied, donc ça vient des États-Unis. Et pas de cette taille-là en France. Mais bien sûr, avec ces technologies, on est aussi capable d'appréhender les structures de fond, comme on le voit ici, de manière très très précise. Le fait de monter en fréquence permet d'améliorer la netteté de détection et l'information, enfin le détail. La suite, alors ça, c'est ce qu'on a présenté cette année à Clermont-Ferrand, puisqu'ils continuent encore à innover. Donc, ils nous ont sorti une nouvelle technologie 2D. Ce coup-ci, on est revenu sur les fondamentaux, en utilisant le chirp et en ayant un algorithme de travail de tout ça qui permet vraiment là, de voir le poisson de manière individuelle. La problématique, quand on fait de la détection de poissons, c'est généralement qu'on voit des boules. Là, on est quasiment capable de voir les poissons de manière individuelle, comme on le voit sur cette capture d'écran. Dans le creux, là, on arrive à compter le nombre de poissons qui sont présents. C'est ça, le détail. Ouais, c'est vraiment très très impressionnant. Ça a été fait chez nous, à Guerre-les-Dents. Donc on sait que ça, c'est ce qui arrive sur toute la génération 3 des Helix qu'on a présenté ici à Clermont-Ferrand. Ça fonctionne, quoi. C'est vraiment assez impressionnant. Et toujours dans le cadre de l'innovation, cette année, ils nous ont sorti le Mega Imagine Plus.
Alors plus, pourquoi? Parce qu'on va plus profond, plus loin, et on voit plus de choses. Alors là, les premiers essais ont surtout été faits aux États-Unis. On n'a pas encore forcément eu le temps de les tester beaucoup en France parce qu'on a reçu ça là juste en début de saison et que c'est dur de sortir en ce moment. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est même dans des très faibles profondeurs, ça, toi, ça va te plaire, toi, sur tes rivières ou toi aussi, je pense que tu vas y trouver ton intérêt, de pouvoir, sur un passage, même dans des très faibles profondeurs, aller voir très loin ce qui se passe à droite, très loin ce qui se passe à gauche. Donc là, on est typiquement dans 1,2 mètre d'eau. Les images sont en pied, encore une fois, elles ont été faites aux États-Unis. Mais on va voir 45 mètres à droite, 45 mètres à gauche. Donc je pense que sur tes rivières, tu vas pouvoir faire un seul passage et voir tout, un seul coup. Quoi qu'il y en a une, a fait bien deux. Max Ah, c'est sûr. Il y en a une, a fait 200 mètres ou 300 mètres de large. La Loire, c'est pas deux passages. Ouais. Donc voilà, c'est la nouveauté. Celle-là, elle est aussi assez spectaculaire. C'est encore une image américaine. Ce sont des nids de basse. Et on arrive à voir ceux qui sont occupés, où il y a les taches blanches, et ceux qui sont vides, qui sont complètement noirs. Alors là, pour les pêcheurs de carpe, ça va envoyer du pâté. Ça. Ouais, je pense que j'attends de voir les gruinages avec impatience. T'as le bon terme depuis que tu fais Montluçon. Ouais, là, il y a quelques années de Montluçon aussi, tout à fait. Ouais. Celle-là, elle est juste magique. Ça a été fait chez nous. Il y a Guerlédan qui a été vidangé il y a 3-4 ans. Et avant de le remettre en eau, il y a des petits malins qui se sont amusés, enfin, je ne sais pas dans quel but ça a été fait, mais d'écrire un message avec des parpaings au fond de l'eau. Salut de 2015 pour montrer que ça avait été vidangé la dernière fois en 2015. Et mes équipes sont allées sur Guerlédan pour tester le produit. Kevin qui est là-bas pourra témoigner parce que c'est lui qui a fait l'image. Et voilà ce qu'on a découvert. On avait le point GPS, je ne vais pas vous mentir. Donc on a trouvé la ruine qui était à droite là, et on a réussi à relire ce qui avait été écrit. Donc on arrive à voir maintenant, c'est des parpaings, donc ça fait quoi, 15-20 cm de haut, et on arrive à déterminer, à lire ce qui avait été écrit, donc pour dire la nature et la qualité de détail qu'on est capable d'obtenir. Ils n'étaient plus là, les gars, Kevin, ils étaient partis, ils avaient fini, d'accord. La dernière chose qu'on a présentée cette année dans les innovations, comme ils ont vraiment développé ces technologies Mega Imagine en Dawn et en Side, parce qu'il y en a le Mega Dawn Imagine et le Mega Side Imagine. Là aussi, c'est la synergie qui existe entre Humminbird et Minn Kota. Ils ont mis cette sonde Mega Dawn Imagine dans un moteur. Donc aujourd'hui, quand on pêche à l'avant, qu'on a le moteur, généralement on a l'écran pour pêcher à la verticale, on est capable d'avoir une image de qualité identique à celle qu'on a quand on a une sonde tableau arrière. On voit là, je crois que je l'ai mis après, voilà. Ça c'est une image 2D classique, dual spectrum, Chirp, et la même en Dawn Imagine, où on arrive à voir tous les détails. Ça a été fait aux États-Unis aussi. Et là, sur un arbre, on arrive à voir quasiment, à compter le nombre de branches, voir le nombre de poissons qui peuvent... Les petits poissons qui sont dans les branches. Voilà. Donc bon, ça c'est la théorie. Je vais laisser maintenant la parole aux pêcheurs. Une question d'internaute. Le poisson n'entend pas les échos avec les fréquences et puissances importantes. C'est une question d'internaute. Oui, c'est une question qui revient souvent, effectivement. Et quand je vois les basses, là, je me dis que ça pourrait être l'occasion de faire des essais. Théoriquement, non. Après, il y a des moments où, effectivement, on a l'impression que quand on arrive avec le bateau sur zone et qu'on allume le sondeur, les poissons s'en vont. Alors après, est-ce que c'est lié au bruit du bateau? Est-ce que c'est lié au moteur thermique, le pêcheur qui bouge dans son bateau, ou effectivement l'onde qui est émise, qui les fait fuir? Normalement, les poissons ne seraient... en théorie, encore une fois, les poissons ne seraient pas sensibles aux ondes, à la fréquence auquel on travaille. Alors, en sondeur 2D, c'est là où la question pouvait se poser très clairement. Quand on passe sur du 455, 800 ou 1200, là on n'en parle même plus. Oui. Moi, je vais juste répondre à ça vite fait. C'est-à-dire que pour utiliser ce type d'appareil, lorsque je suis dans 2,50 m d'eau sur de la pierre, je dis bien de la pierre, c'est que de la pierre, on a tendance effectivement à écarter un peu. Ça frappe un peu, mais il faut qu'il y ait très peu d'eau.
On est très puissant. Il faut descendre la puissance un peu ou casser. Mais c'est vrai que ça cogne un peu. Et je l'ai vu parce que l'eau est translucide. Et j'ai vu des poissons. C'est pas, on était en statique. Donc, c'est pas nous qui bougions. Et j'ai vu le poisson arriver. Et c'est comme s'il prenait une flèche. Hop, puis il s'est écarté juste. Comme il n'y a pas beaucoup de cônes d'angle de sonde en 2D, il s'est juste écarté de des cônes. C'est clair que... Mais très peu profond. Hein, Pour ceux qui ont la curiosité de mettre la sonde collée à l'oreille, on l'entend. Le clic, 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 ça fait du bruit. C'est pas dangereux pour nous. Non. Encore moins pour le poisson. Mais a priori, la gamme poissons. de fréquences ressentie par les poissons est plus faible. Certains poissons, je dis bien certains, pas tous. Mais là, l'année prochaine, si l'aquarium est là, je prévois d'amener un sondeur et on fait un essai dans le... Comme ça, on répondra en direct à ta question. Un an après, mais bon. On s'en fiche, ça mieux sera vaut tard répondu. que jamais. Maxime, Je vais laisser la parole à Maxime. toi tu pêches où? Moi, je pêche dans la Loire. Ah bon? Bah, tu connais déjà, je pense. Je ne vais Ouais. pas t'apprendre. D'accord. Et donc, tu pêches quel type de poisson? Essentiellement le silure. Voilà, après, il m'arrive l'hiver de m'amuser avec les copains, d'aller taquiner un peu le cendre ou la perche. D'accord. Donc, tu es utilisateur effectivement des sondeurs Moonbird. Et puis, tu nous as fait part, on voit une photo de toi, tu nous as fait part d'images plus que sympathiques que tu vas pouvoir commenter, comme on voit actuellement, soit sur l'écran là ou là derrière, tout simplement. Voilà, donc je vais vous présenter quelques captures. Donc là, c'est une capture d'écran avec une vue partagée. Donc juste en bas à gauche sur le 2D, on aperçoit une petite masse. On ne sait pas trop ce que c'est. Du coup, grâce au Dun Imagine, on aperçoit, donc on pense que c'est une petite structure. Et le Side Imaging va venir compléter ce complément d'information. On voit très nettement que c'est un bateau coulé sur une bordure de pierre. Tout à fait. Tu le connais celui-là, Fred? Peut-être, mais je ne l'ai pas chauffé comme toi. Hein. Tu es sûrement passé dessus, je pense. Donc ça, c'est une capture en Side Imaging. Donc un petit cimetière de bateau fait dans 5 mètres d'eau. Donc ça a été fait la semaine dernière. Donc on peut compter le nombre de bateaux. Donc, Pourquoi tu les as coulés pour faire l'image? non. Tu vas te faire punir. Hein. Non. Mais un petit cimetière de bateaux, c'est-à-dire que si c'est sur les bords de Loire, comme je connais, il y avait des anciens ports hein, et avec des barques en bois, les barques de Loire, et qui ne servent plus à rien, et on ne sait plus à qui elles appartiennent, et au bout d'un moment, elles descendent et elles coulent, et voilà, terminé. Si c'est ça, il y en a quelques-uns comme Tu ça. as totalement raison, sauf que c'est en Maine. C'est en Maine. Maine. Donc, Parce que sur la Loire, il y en a beaucoup. Il y a un port, et à la bordure de ce port, il y a pas mal de bateaux coulés. Donc j'ai réalisé ces petites captures à la sortie du port. Donc ça, c'est une capture d'un pont. Je suis passé sous un pont, j'ai mis le Side Imaging. Et la qualité des détails, voilà, on arrive à voir les pales planches des piles de pont, la fondation. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, là on est en méga side, pas en side, puisque Ouais, je vois méga la side. fréquence en bas à gauche, là, 1150, 1275. Et on est dans 3 mètres d'eau et on est capable d'aller voir ce qui se passe 25 mètres à gauche, comme c'est indiqué en haut de l'écran, là, et 25 mètres à droite. Donc sur un passage, on analyse 50 mètres du fond et on est capable de voir si dans ces 50 mètres, il y a une structure intéressante qui peut potentiellement Cacher du poisson. fixer le poisson. Ouais. Donc, en parlant de poisson, là, c'est une grosse boule de poisson fourrage. Donc, voilà, on voit très bien que les poissons, ils étaient juste à la limite d'une petite cassure. Et puis, on peut presque même les compter. On a même un peu l'ombre portée des poissons sur la droite et sur la gauche du bateau. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les images side, effectivement, hein, ce qu'on voit le bateau est ici en haut, hein, à droite, là. En haut, au milieu. C'est bientôt la fin, c'est ça que tu as dit. En haut, au milieu. Les points blancs qu'on voit sont dans la colonne d'eau, donc c'est des poissons qui sont entre la surface et le fond. Et surtout, ce qui est marquant, c'est tous les points noirs qu'on voit, enfin les taches noires qu'on voit apparaître sur le fond, qui sont les ombres portées des poissons. Parce que comme le poisson, enfin, on peut imaginer que c'est un faisceau lumineux qui éclaire le fond. Le poisson renvoie la lumière vers le bateau et par contre crée une ombre
sur le fond. Et c'est ce principe-là qui est utilisé pour la technologie Imagine. Comme je dis souvent, pour bien imager, c'est le cas de le dire, imager. C'est lorsqu'on allume les phares de voiture la nuit et qu'on est dans une forêt, il y a les arbres et puis derrière, eh ben, il suffit d'imaginer. Derrière, on a l'arbre, il est lumineux puisqu'il est en plein phare, mais derrière, il y a l'ombre qui est portée très loin. Et c'est exactement ça ce que l'on a là. Donc le side imaging, il sert à repérer des poissons, mais pas que. Donc sur cette capture, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a une activité alimentaire qui est en train de se passer. Donc on voit des silures qui sont en train de rentrer dans les poissons blancs. Donc c'est une très bonne aide aussi pour déterminer s'il y a une alimentation des poissons. Ça, après, avec l'expérience, c'est vrai qu'on est capable de déterminer, de raconter les histoires qui se passent au fond, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Donc là, c'est un silure qui était dans la colonne d'eau. Donc il était sous le bateau. Et on voit l'ombre portée qui est répercutée sur la droite du bateau. On arrive à voir cette image de limace avec la petite pectorale sur le côté. Là aussi, dans la mène. Dans la mène. Bah oui, là, c'est sûr. Donc, pas là. Là, ce qui est intéressant, bon, on voit très bien qu'il y a un silure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les mini-cassures de sable qui se font dans la Loire. Voilà. Les culs de grève. Hein. Ouais, voilà. Un petit cul de grève. Ouais. C'est ça, on appelle ça comme ça en Loire. C'est ça. Le sable descend avec le courant, crée des vaguelettes de sable, mais c'est très dangereux si vous arrivez un jour chez nous, on le sait tous, vous montez dessus, vous risquez on vous perd. C'est-à-dire que vous enlisez directement, le sable vous aspire, il coule sous vos pieds, vous savez, même si vous savez très très bien nager, il y a des morts tous les ans. Ouais. C'est super dangereux, mais pour nous c'est hyper intéressant parce que les poissons se calent juste derrière. Et alors, juste pour information, ça fait quelle épaisseur ça? C'est quoi? On parle de là Les vaguelettes, c'est des petites vaguelettes de 4 à 10 cm. Ouais, en moyenne. Et puis derrière, la petite cassure qui était à 2,60 m d'eau. Voilà. Et là, ce que tu cherchais, toi, c'était la grosse boule là. C'était la petite limace. Mais l'avantage, c'est que vous revenez 3 semaines après. Si vous marquez l'image, 3 semaines après, l'image n'est plus bonne. En Loire, ça change des fois en 2 jours de temps. Ouais. Il y a un courant qui passe, il emmène le sable et le trou que vous avez là, il est 100 mètres plus bas. C'est très étrange, mais on ne peut pas avoir de repères, on ne peut pas faire une cartographie, si tu veux. C'est ce que j'expliquais cet après-midi. En Loire, on ne peut pas faire de cartographie. Donc là, c'est pareil, c'est encore une capture en side imaging. Donc en pleine veine de courant, il y avait un petit banc de pierre. Donc on voit la petite bordure empierrée, puis derrière, caché, des poissons. Donc là, il y avait quelques silures et quelques boissons blancs sur la droite et sur la gauche du bateau. Belles images. Là, c'est des poissons qui sont postés ou c'est des poissons qui en sont en mouvement? Là, ils sont en mouvement. Là, on peut voir déjà que sur le silure du haut, le plus gros, il n'est pas dans le bon sens. Non. Il descend le courant, là. Là, il y a du jus, là. Donc, là, il y a du jus, puis... là, il y a 4-5 km/h de courant, là. Là, il y a, je pense le bateau aussi, ça l'a effrayé, parce qu'ils se sont un peu écartés. Ça doit faire du bruit, parce que là, derrière une cassure comme ça, en général, tu as du courant. C'est sûr. Il y a 3 mètres d'eau, donc effectivement... Donc là, pour les carpistes, voilà, vous êtes servis. Hein, c'est des échos de carpes. On les distingue très nettement. Ils sont sur la gauche du bateau. Voilà. On distingue toujours les ombres portées mieux que les poissons. Oui. Donc ça, c'est en mène. Donc ça, c'est un rassemblement de silures sur la gauche du bateau. Donc on peut les compter, il y en a 33. Fred, si tu as envie de t'amuser, tu peux compter. Ah mais non, tu les as comptés. Alors. Et puis à droite, c'est pas des mulets, non? Et à droite, c'est la nourriture. Voilà, c'est des poissons blancs. C'est des poissons blancs, c'est pas des mulets? Non, c'est pas des mulets. Non, j'ai pas. C'est des bancs de brème. Et pourquoi ils sont séparés comme ça? Il y a une raison? Aucune idée. C'est la guerre. T'es passé dessus comme ça au hasard. J'étais en prospection. J'ai pêché un premier spot et j'ai rien pris. Du coup, en me baladant pour aller sur un autre. Tu sais ce qui se passe, hein? C'est très clair. On va répondre à la question de Christophe là. D'un côté les silures, de l'autre côté les brèmes. C'est ce qui se passe, c'est très clair. Les brèmes sont déjà, c'était peut-être l'époque de la fraie ou le gros banc de brèmes en migration pour les brèmes, et les silures se mettent carrément à l'affût, tout simplement. Et quand ils vont rentrer, elles ont intérêt de filer dur parce qu'ils se mettent d'un côté, comme un cormoran fait,
Comme ils font aussi avec les lamproies, ils vont se mettre en chasse, ils vont se mettre en forme et ils vont foncer dans le banc de brème qui ne les voit pas venir, qui ne les sent pas venir. Ils font pareil avec les mulets. C'est pour ça que je t'ai dit c'est des mulets. Mais d'un côté, vous avez les silures et de l'autre côté, effectivement, et c'est régulier. Et il faut se trouver effectivement au milieu. Si tu es au milieu, tu as toutes les chances de glisser ton leurre pendant mais il faut que tu sois patient. Tu verras la guerre arriver à un moment ou un autre vu la profondeur. C'est ce qui s'est passé, je te rassure. Voilà, bon. C'est exactement ça. Donc, là, la capture elle parle d'elle-même. Là, c'est vraiment un rassemblement de silures en plein hiver. Donc voilà, c'est ces fameuses boules de silures. Donc il y en a 31, normalement, à peu près. Donc sur la droite du bateau, dans une petite cassure. Alors, là, très clairement, on retrouve tout l'intérêt du side imaging parce que dans 3 mètres d'eau, avec une sonde 200 kg classique, on balaye un cône au fond qui fait 1,50 m de diamètre. Donc 1,50 m de diamètre, en 2D, les silures là, qui sont en gros à 10 mètres sur la droite, on ne les voit pas. On a peu de chance de les trouver. C'est sûr, avant, j'avais un 2D et je ne trouvais pas ces fameux rassemblements de silures. Moi, je ne pêche qu'au side. Moi aussi. C'est un outil qui a été développé pour les faibles profondeurs, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que... Là, pareil, c'est beau ça. Ouais, avec une bouée de chenal sur la gauche du bateau. Voilà. Toujours, on voit des poissons décoller avec l'ombre portée du poisson sur la droite. Voilà, et quelques photos de poissons. Voilà comment on sait que c'est vraiment un silure, quoi. Tu les pêches et tu les photographies. C'est un gros poisson. C'est difficilement ratable au sondeur aussi. Il faut dire que... Là, je vois bien où c'est. Oui, c'est fait exprès. Ah bah oui. Hein. Voilà, quelques images. Donc le side imaging, c'est vraiment super pour détecter les poissons sur les côtés droits, tout ça, sur la gauche du bateau. C'est vraiment une aide. Moi, j'ai au moins doublé mes prises grâce au side imaging. Logique. Je ne pêche même plus dans le vide, c'est-à-dire que je vois des poissons, et je pêche dessus. Je ne suis pas comme l'hiver à pêcher dans le vide avec un sondeur 2D. Je ne savais pas trop où pêcher. Là, on sait direct, on est attentif, on sait que ça va se passer. Alors, rassure-moi, tu les prends pas tous à chaque fois que tu les vois au sondeur. Ah non, il y a pas mal de capots quand même. Hein. Merci. Parce que de les voir, c'est bien, mais de les prendre, croyez-moi, c'est pas gagné. Ceux-là comme les autres, hein, silure ou sang, même en lac de barrage, ça m'est arrivé. De les voir, c'est top. Hein. J'ai eu l'expérience il y a très peu de temps de voir beaucoup de poissons. Ouais. C'est rageant de ne pas savoir les prendre, de ne pas en monter. Quand ils n'ont pas faim, ils n'ont pas faim, ou j'en sais rien, j'y comprends rien. Mais il vaut mieux éteindre le bordel et puis rentrer chez à la maison parce que ça prend la tête. Au bout de 2 heures, on a tous les poissons, on sait qu'ils sont là, on les trouve. Il n'y a pas moyen d'en prendre un. Ça, c'est un truc que je ne sais pas, même ça arrivait à des bons pêcheurs. On en a parlé là sur le salon avec un excellent pêcheur, quelqu'un qui est un grand nom de la pêche. Il a vécu souvent la même chose et il dit quand c'est comme ça, il vaut mieux faire autre chose, se promener, aller pêcher ailleurs, essayer d'autres spots, d'autres poissons, mais de ne pas se prendre la tête sur un, parce qu'au détriment de sortir toutes ces boîtes de leurre, de ne rien faire et de partir la tête pleine en disant j'ai pas pêché, on est triste et on est con comme des manches quand on rentre à la maison parce qu'on est vénère, donc on va à la pêche pour se détendre, pour se reposer. Vaut mieux changer d'image, avoir une belle image de sondeur, détecter des arbres pour la fois d'après ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, c'est arrivé, ça m'est arrivé. Et en guidage, quand ça arrive, c'est pas bon du tout. Parce que les clients ont vu qu'on avait fait l'effort, mais quand on n'a pas monté les poissons, le guide, il a loupé sûrement quelque chose. Voilà, messieurs. Maxime, merci pour toutes ces très belles images. Continue ainsi, on se croisera certainement par chez nous. Je pense. Et Christophe, toi, cette petite histoire Navicom et le CNPL, c'est une très belle histoire aussi. Oui, donc, et puis, vu comment ça s'est passé cette année, il y a de fortes chances qu'on soit là l'année prochaine. C'est clair. De manière, je viens pour tester le sondeur sur les basses. Là. On va vérifier ça. Ça sera peut-être pas les mêmes, mais enfin bon. Je sais pas, on verra. Ok, merci messieurs. On vous retrouve sur le stand Navicom jusqu'à la fin de ce salon. Et puis nous, on va enchaîner sur un nouveau direct avec Fish Finder. Vous allez découvrir des choses très très sympas. On va avoir de belles images. Et on n'a pas un dialogue de sourds avec notre ami Grégory. Croyez-moi, quand on parle de ses caches. Je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes pour les uns et pour les autres sur le monde de la pêche. A tout de suite pour un nouveau direct avec Fish Finder. Ici, même dans quelques instants. Tout de suite.